J'étais enceinte de mon deuxième. J'ai trouvé dans son ordinateur des consultations de sites où il y avait des enfants. Les enfants commencent à parler, nous on parlait d'autres enfants. Toutes les auditions se réunissent dans les lieux, les détails, la façon d'expliquer les choses. C'est un puzzle et qui s'emboîte parfaitement. C'est mafieux. C'est tellement juteux, ça rapporte plus que la drogue. Quand un juge fait un faux pour pas qu'on aille voir, c'est plus un dysfonctionnement, ça. Je voyais deux adultes enterrer des enfants. J'ai été témoin de quelque chose et du coup, j'ai été associée au réseau. Qu'est-ce qu'on fait si un juge pour enfants vous dit mais qu'il le viole, qu'il le capte, ça reste son père? Je pense que je vais avoir 7 ans, 8 ans maximum. Je suis préparé pour subir un viol collectif. J'avais promis au témoin X que je continuerai le dossier, que je j'irai jusqu'au bout. Une promesse, c'est une promesse. Pour enterrer l'affaire de trop, il faut que la vérité sorte. Et le problème, c'est que personne ne veut l'entendre, la vérité. Même l'enfer, c'est gentil, hein. Le diable aurait pu s'asseoir et prendre des notes. Hein. Ils venaient un par un, c'était que des hommes. Le pire, c'était les barres de métal. J'en ai encore mal aujourd'hui. Quand j'ai annoncé ça à ma famille, j'ai découvert une sœur et un frère violés. Le non-dit permet aux violeurs de continuer. Apparemment, nos bons journalistes écoutent comme des petits toutous et on ne bouge pas et on ne dit rien. Eh bien, nous allons dire des choses. Voilà, un immense merci d'être là ce soir pour voilà, une cérémonie un peu particulière. Je me suis permis d'écrire un texte parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'écriture que dans l'interview ou de parler devant une caméra, même si c'est pas vraiment une caméra. Là, on a ce soir des invités qui ont l'habitude de caméra. Alors, je vais vous lire le petit texte que j'ai préparé. Voilà, je tourne la page aujourd'hui, vous le savez, je l'ai annoncé, je ferme un chapitre. Et après des années à raconter, à enquêter, à chercher la vérité derrière les histoires et les visages, il est temps de déposer la caméra et de remercier ce métier qui m'a tant donné. Et ce 19 mars n'est pas totalement un hasard. Et oui, c'est la fête de Saint-Joseph. Pardonnez-moi, humble charpentier, modèle de fidélité, de travail discret. Il veille sur ceux qui œuvrent avec patience et cœur. Et c'est avec cette même foi que je choisis ce jour pour marquer ma transition. Quitter n'est pas fuir, c'est honorer ce qui a été accompli et ouvrir les bras à ce qui vient. Clore cette saison 2, ce petit bout de travail que j'ai porté, c'est un symbole. Je laisse derrière moi ce que j'ai construit avec soin, mais je ne perds jamais de vue le sens, la lumière et la direction. Je pars aujourd'hui avec gratitude, vraiment. Pour clôturer cette belle aventure, j'ai la chance et je suis vraiment ravi d'être entouré de 3 journalistes pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Laurence Beneux, tout d'abord, avec 25 ans d'enquête derrière elle, dans des histoires les plus nauséabondes. On lui doit le livre de la honte avec Serge Garde sur l'existence des réseaux pédophiles. Elle a travaillé au Figaro, Paris Match, l'Express, ainsi que pour l'émission d'investigation 90 minutes sur Canal+. On lui doit aussi en 2017 Droits des femmes et des enfants, l'intolérable indifférence. Et elle sort ce 26 mars un nouveau livre, Pédocriminalité, l'hypocrisie française, aux éditions Cherche Midi. C'est son travail, et oui, c'est son travail qui m'a embarqué en 2011 sur ces rives mal fréquentées de la pédocriminalité. À bord ce soir de ce live également, Santa, une femme qui a commencé son parcours en se consacrant à l'autisme, en particulier à la protection des enfants d'une façon générale. Elle se tient toujours prête à s'engager pleinement sur les sujets les plus délicats et essentiels. Une journaliste de conviction, courageuse et déterminée, belge, dont l'intégrité et la sensibilité font toute la différence. Elle a participé à l'enquête sur les survivantes et elle est la directrice de publication de l'agence de presse Essentiel News. Karl Zéro, lui, c'est, comment dire, quelqu'un que je respecte profondément. Son nom à lui seul en dit long. Un vrai journaliste à l'ancienne et toujours actuel qui témoigne plutôt que de démontrer, qui observe, comprend, transmet avec justesse, engagé et exemplaire dans son métier. Il incarne pour moi ce que doit être un journaliste, quelqu'un qui touche la réalité plutôt que de la manipuler. À propos de Karl Zéro, son nom pour moi dit déjà tout. Il ne s'agit pas d'un pseudonyme fantaisiste. Zéro incarne son approche du journalisme, son refus de manipuler, de démontrer,
de démontrer, pour impressionner. Il témoigne, il observe, il laisse parler les faits, les histoires humaines. J'ai toujours profondément respecté ce côté-là, cette manière de porter la vérité sans jamais en faire un spectacle. Ce live n'est pas un moment de tristesse et de dramatisation. C'est un moment porteur d'espoir. Toutes ces expériences m'ont enrichi et je sais que Karl, Laurence et Santa continueront inlassablement à se battre pour que la vérité et l'engagement restent vivants, inspirant ceux qui viendront après. Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude. Leur présence ce soir n'est pas seulement un honneur pour moi, c'est un signe que le journalisme peut encore être guidé par l'éthique, la passion et le respect des faits et des histoires humaines. Pour moi, ce sont des invités de qualité auxquels je tenais particulièrement pour cette transition. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à tous les deux, bonjour à Karl, bonjour à Senta. Peut-être Laurence m'a prévenu qu'elle aurait du retard parce qu'elle a été, je l'ai prévenu aussi un peu tard parce que, comme vous le savez, je ne suis pas très bien organisé. Et alors, je voudrais vraiment mettre ce live. On a exactement 58 minutes parce que la série commence à 20h. On a 58 minutes pour un petit peu donner des raisons d'espérer et d'espoir et surtout de nous raconter, vous, journalistes d'investigation qui avez travaillé sur ces dossiers, de nous raconter des anecdotes qui montrent comment vous vous êtes enrichis à travers ces enquêtes effroyables, mais que vous avez rencontré des personnes qui vous ont permis de rester debout, de rester droit et de garder le sourire. Parce qu'effectivement, moi, c'est ce dont je peux témoigner aujourd'hui pour avoir rencontré énormément de monde, pas autant que Karl, bien sûr, ou que Santa, mais moi, j'ai été bousculé, transpercé, traversé par leur foi, par leur courage, par leur sourire, au-delà de l'horreur. Et c'est ça qui m'a fait tenir debout après tout le lynchage que j'ai vécu. Alors, je voulais juste commenter par Santa. Donc, Santa, je pense que tu as commencé, il t'est arrivé quelque chose de particulier aujourd'hui, ce 19 mars, et ça m'intéresse parce que tu as commencé à regarder la saison 2 de la série C'est notre petit secret. On t'écoute. Ah oui, bonsoir à tous. Merci Pierre et Karl. Je pense que c'est vraiment extra. Je pense qu'on est à un moment de bascule là. Il y a quelque chose qui va changer, j'espère, avec. Ça marque un point pour le futur dans la conscience collective. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai commencé à écouter le premier épisode. Bon voilà, c'est entre guillemets rien de neuf dans le sens où on connaît déjà toutes ces histoires. Mais d'abord, l'histoire de Jonathan, l'affaire Outreau, même si on l'a déjà entendu plein de fois, là, vraiment ce témoignage, ça m'a à nouveau touchée, comme quoi, même si on a entendu les pires horreurs, on a déjà vu les affaires, etc., ben, ça continue de nous toucher. J'ai trouvé que c'était vraiment très, très beau et très juste, voilà, tout ce que tu avais fait dans cet épisode. Et puis, évidemment, dans la foulée, j'ai écouté l'épisode qui concernait les réseaux, hein, où on parle un peu plus de la Belgique. Là, on revient sur l'affaire Dutroux avec Michel Clip, que je connais bien, et je connais beaucoup de survivants depuis le film, en particulier depuis après la sortie du film, hein, parce que c'est là en fait que les gens sont venus, je ne vais pas dire en foule, mais quand même vraiment nombreux. Et à un moment, il y a quelque chose qui fait en moi, je me suis dit, non, j'en peux plus. Je n'en peux plus de ce pays, je ne participe plus, c'est fini. Et je me suis dit, Senta, tu devais quitter, voilà, tu savais que tu devais déménager, c'est quelque chose qui est déjà en cours, mais j'ai arrêté d'écouter, voilà, j'ai fait pause et je me suis dit, je suis à l'administration communale et j'ai demandé ma radiation. J'ai demandé ma radiation du pays. Je quitte la Belgique. Je ne supporte pas. Hier, j'étais là, je voyais plein de gens. J'étais à l'université, à Louvain-la-Neuve. Je grandis, on va dire, sur un campus. Et je vois, et tout le monde, il y a ce côté un petit peu bonhomme, bon enfant, finalement, tout va bien, tout ronronne en Belgique. On va quand même pas aller touiller dans la boue, hein, remuer tout ça. Alors que je sais pertinemment bien que mon pays a été fondé sur la pédocriminalité. J'en suis aujourd'hui persuadée, c'est ça qui tient tout le bazar ici. N'oublions pas, la marche blanche, on était entre 300 et 500 000. Selon les rapports, le pays aurait dû tomber. C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On fait tout tomber si on fait tomber ces affaires. Mais à un moment, je veux dire, moi, c'est trop. Je ne peux plus. Voilà. Donc aujourd'hui, tu t'es radié. Ouais. Voilà, j'ai demandé ma radiation. Je ne veux plus être
Je ne veux plus être domiciliée en Belgique. C'est fini. Je m'en vais. Mais alors, tu vas être apatride? Ça, je ne dis pas encore où je vais. Parce que c'est peut-être pire là où tu vas. Non, enfin, bon, parce que vraiment, la pédocriminalité, elle est vraiment partout. En deux mots, est-ce que tu... Oui, j'ai été étonnée de voir un des pays auxquels j'ai pensé. Ils ont un programme spécial pour les survivants de réseaux pédocriminels. Alors, on se méfie toujours parce que, bon, hein, les associations de protection, etc., on sait bien que c'est là. Mais quand même, j'étais surprise. Je me suis dit, ah, tiens, voilà. Et c'est un pays où on me dit qu'on respecte beaucoup les enfants. J'ai vu, en tout cas, j'ai pu observer autour de moi qu'effectivement, il y avait énormément de jeux, de bienveillance. J'ai pas entendu crier. Alors chez nous, on entend toujours beaucoup de cris, de scènes, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui va un peu mieux que chez nous. Mais bon. Donc, première conséquence de cette série, Santa fait ses bagages. C'était pas que dû à ça. Mais à un moment, je me suis dit, tu vois, symboliquement, comme toi avec la Saint-Joseph, c'est sûr que bon, il y avait déjà, je veux dire, il y a eu des histoires immobilières qui ont fait que voilà, j'étais de toute façon forcée de déménager. Mais symboliquement, je me suis dit, ah bah oui, et ben voilà, aujourd'hui, ça doit marquer une date. Avant de passer la parole à Karl, Santa, est-ce que tu as une anecdote, une rencontre particulière qui témoigne de la force, du courage de ces survivants et qui permet justement à des journalistes comme toi de continuer d'enquêter sur ces zones d'ombre qui font peur à tout le monde aujourd'hui, alors que je leur dis non, regardez parce que ces personnes vous apportent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, toutes les survivantes que j'ai rencontrées, chacune vraiment a apporté quelque chose. Donc, mais des choses très différentes. Les unes où on se dit, OK, il faut que ça s'arrête parce qu'on entend l'horreur et qu'on se dit, c'est impossible que ça continue. Et en même temps, il y a effectivement un énorme... J'ai tellement appris sur moi-même, sur le monde, sur la mémoire, sur l'être humain, sur la résilience. Et je continue d'apprendre avec elle. Ça a complètement transformé et ma vision du monde et moi. Une chose que j'aime bien, quelques-unes ont cette faculté de résilience c'est vraiment déjà en général au bout d'un long travail. Mais je pense par exemple à Chantal Frey qui m'a dit un jour tu sais Senta, moi j'ai eu, malgré toute l'horreur, j'ai quand même aussi eu des bons moments, par exemple avec ma mère, ses parents ont clairement participé à toutes les horreurs. Et elle me dit, ces bons moments, eh bien, je les garde. Voilà. C'est pas, on ne reste pas uniquement focalisé sur le trauma qui est juste, voilà, c'est indicible, mais c'est pas une raison pour jeter... Voilà, on sait bien que la plupart des bourreaux ont été des victimes. On le comprend aujourd'hui, tous ces témoignages m'ont permis de le comprendre, ou en tout cas une très grande majorité. Donc c'est eux-mêmes des gens qui sont passés par là. Et donc voilà, c'est d'essayer de sortir le jugement et de voir cette foi en la vie et en l'avenir, de se dire ok, ça ne nous empêche pas, en fait. Parce que tant je pense qu'il y avait un des témoins également dans la saison 7 qui dit aussi, lui, voilà, à un moment, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la blessure. Parce que sinon, quelque part, c'est encore eux qui gagnent. Et c'est tellement vrai. C'est ce que je vois chez ceux qui... Ou Jonathan qui disait, voilà, cet éducateur de rue, dans le premier épisode, qui lui dit à un moment, tu comprendras le jour où tu pourras serrer la main à tes bourreaux. C'est à ce moment-là que tu vas vraiment trouver ta liberté. Je ne sais plus si c'est exactement comme ça qu'il le dit, mais il a refusé, et ça se comprend complètement, parce que c'est le pardon dans ces affaires aussi horribles, c'est quelque chose de difficilement compréhensible, voire même d'inaccessible. Karl, je voulais juste, pardon Santa, je voulais juste, en tout cas merci, de toute façon on va revenir sur les anecdotes, comme ça te laisse le temps d'en trouver une autre. Karl, voilà, quand on a enquêté comme ça pendant 20 ans également, qu'on a réalisé ou produit plus d'une centaine de documentaires sur ces histoires-là, bon,
c'est toujours une question purement journalistique et je m'en excuse, mais il y a forcément des histoires, des anecdotes qui t'ont particulièrement marqué. Est-ce que tu peux nous en rapporter deux, trois ou une qui reste encore là et qui permettrait de montrer, à la fois peut-être, j'en sais rien, toute la complexité ou les difficultés de ce métier pour qui tu as beaucoup donné, puisque tu as quand même perdu ta place à Canal et à cause de ces affaires-là, quoi. Il y en a tellement que je ne sais pas par laquelle commencer, si tu veux. Bien sûr, me reste en mémoire la première, c'est l'affaire Allègre-Baudis, où finalement j'étais tout à fait neuf dans cette affaire, enfin dans cet univers. Moi, j'y connaissais absolument rien. On m'aurait dit que j'ignorais même que ça pouvait exister, pour te dire. Et quand j'ai compris que ça pouvait exister, c'est là où j'ai eu un moment d'effroi, où je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut en parler. Et là, j'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas en parler. Et que était dans la balance le fait que je continue ou pas à être ce qu'on appelle une vedette de télé. Mais j'avais une société avec 45 employés, 200 fiches de paye de pigistes. C'est bien de le rappeler, ça. Et à ce moment-là, tu as une pression considérable. Et je me suis dit, mais après, je ne pourrais pas me regarder dans la glace si jamais je tais ce que je comprends au travers de cette affaire. Ce que je comprenais, c'est que dans les soirées, les parties fines de cette région de Toulouse, il y avait des mineurs qui étaient introduites à tous les sens du terme, si j'ose dire, et que c'était caché. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est caché? Enfin, dans mon esprit, mais tu vas dire, tu étais très naïf, on ne fait pas l'amour avec des enfants. Mais ça reste mon credo, on ne fait pas l'amour avec des enfants, je suis désolé. On fait l'amour avec qui on veut, mais pas avec des enfants, voilà. Et donc, ça c'est un exemple, mais il y en a 1000 autres. On parlait ensemble, Pierre, d'une femme extraordinaire qui s'appelle Lydia Guardo. Ah, merci. Lydia Guardo, c'est une femme qui a été abusée par son père, Raymond, l'ignoble Raymond, pendant 28 ans. De la prime enfance jusqu'à, on va dire, à peu près ses 32 ans. Et elle était maintenue dans une espèce de cache, un peu comme dans l'affaire Joseph Fritzl ou dans Natacha Campuche ou dans ce genre d'affaires incroyables, dans une toute petite cache vraiment que j'ai visitée, minuscule, où non seulement il la violait, mais elle était martyrisée, elle avait droit à des bains d'eau bouillante, à des brûlures au fer à repasser. Et cette femme, Santa parlait de résilience, cette femme, quand je l'ai rencontrée, maintenant elle doit avoir une 50aine d'années, on dirait sainte. Elle est merveilleuse, elle est lumineuse, elle est merveilleuse, alors qu'elle a vécu ce qu'il y a de pire sur Terre. Il a passé à des gens qui venaient dans la maison. Enfin, et cette femme vit toujours dans cette même maison, la cache est intacte, elle en a rien à foutre, elle a fait 5 enfants avec un autre homme, et non, je dis d'ailleurs des bêtises, elle élève au moins 2 ou 3 des enfants que son père lui a fait. Et comme si de rien n'était, et tout ça, hop, elle est passée à autre chose. Et ça, c'est magnifique, c'est un exemple d'espoir pour toutes les victimes, toutes les personnes qui ont souffert de ça. Et ça m'a transcendé quand j'ai vu ça. Mais il y a tellement... même là, on voyait à l'instant le petit Jonathan. Il en sort beaucoup mieux que son frère, Chérif. Dans la fratrie des Delay Badawi, il a envie de se battre et c'est formidable qu'il y en ait un qui reste et qui veuille se battre parce que ces enfants d'Outreau, bon, on dit qu'ils étaient 13 mais ils étaient 50 et il n'y en a plus aucun qui veut se battre, ils veulent passer à autre chose, ne plus en parler, etc. Et c'est très important d'en parler parce qu'à cause de cette affaire, faut pas oublier, il y a eu une commission d'enquête parlementaire et suite à ça, la parole des enfants a été systématiquement remise en doute dans les tribunaux français. Dès qu'un enfant arrivait en disant « j'ai été violé », on disait « mais c'est ça, allez, va jouer, t'es gentil ». Donc, c'est quand même formidable qu'il y ait des témoignages comme ça et qu'il n'ait pas lâché. Chérif, il a lâché, mais Chérif a tellement souffert aussi que il est tombé dans d'autres trucs, la drogue, les conneries, la prison, etc. Et on ne peut pas non plus lui jeter la pierre pour ça. Je veux dire, quand on a vécu ça, tout peut arriver.
Bah, moi, je pense qu'on va essayer d'organiser, peut-être il est en prison, moi je fais tout pour savoir dans quelle prison il est, pour essayer d'aller le visiter, parce que ce qu'il a vécu, c'est juste impensable, et on comprend effectivement, bah voilà, il a été condamné pour des violences conjugales, et j'ai une bonne nouvelle, et ça m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'à la suite je dis bien, de ce documentaire, de ce premier numéro de cette série, eh bien, figure-toi que Dimitri a vu Un autre frère. un autre frère dont on n'avait pas de nouvelles, je sais où il est, aujourd'hui il est en sécurité, eh bien il a décidé de se battre aussi. Ah, formidable. Donc, et moi, c'est vraiment un appel, là, à travers ce premier épisode, c'est qu'il faut bien comprendre que dans l'affaire Outreau, il y avait quand même 59 enfants qui ont été cités. 59. Il n'y en a que 13 qui ont été, on va dire, devant les assises retenus. Ils sont passés où, les autres? Et il y avait 59 enfants, mais il y a également 60 adultes, hommes et femmes. Sur le banc des accusés, il n'était que 17. Donc, l'affaire Outreau est loin d'être terminée. Mais maintenant, pour la relancer, c'est pas moi qui vais le faire, comme je l'ai dit, il faut des faits nouveaux. Mais si demain, des personnes qui ont été abusées portent plainte avant la prescription, eh ben c'est gagné. C'est-à-dire qu'il va falloir réouvrir ce procès. D'autant plus qu'il y a eu tellement d'erreurs, il y a eu tellement de faits complètement incompréhensibles. Comment il y a eu une amnistie globale de masse, alors qu'il y a eu quand même des aveux pendant au cours des séances et pendant les auditions, et des aveux qui étaient quand même clairs, quoi. Ah ben, mais il faut lancer un appel, non pas ça se fera. Pas aux coupables, mais aux victimes, parce qu'il y en a qui vont tomber sur cette vidéo, en leur disant, si vous avez été victime au moment d'Outreau et que vous n'avez pas pu témoigner, simplement. Allez-y, bien sûr. Bien sûr, et écrivez-nous. Alors, où est-ce qu'on leur dit elles t'écrivent sur ton site, ou comment on fait? Non, là, je pense que toi, tu as une association d'avocats. Voilà, très bien. Très bien. On en parlait, là, déjà. Justicepourlenfance.org. Voilà, justicepourlenfance.org. Ouais. Elles y vont et elles envoient un message en disant, j'ai entendu votre appel, j'ai été victime. Parce que tu as raison. Avec des faits nouveaux, on pourrait faire rouvrir l'affaire, et ce serait une grande victoire. Et Jonathan Delay également va être le fer de lance de ce peut-être nouveau combat à la suite de cette série, parce qu'il n'y a pas seulement un numéro, il y en a 5. Donc là, je précise, attention, il n'y a qu'un numéro qui est diffusé ce soir. Pourquoi ? Même si si vous louez ou achetez la série, il y aura les 5 numéros. C'est juste pour bien marquer tous les soirs, tous les jeudis soirs, il y aura un live à 19h pour présenter ce numéro, pour en parler, vraiment pour pas choisir le tel numéro puis après tout oublier. Non, il faut vraiment avoir de la curiosité et rester sur ces histoires pour bien déjà les digérer et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Mais, ce qui est très bien, c'est que tu as un tarif très, très attractif. Tu m'as parlé de quoi? 4,50 €? Non, mais alors 4,90 € pour 5,52, et ce ne sont pas des 52 minutes, c'est des films qui font 1h10. Donc, c'est 2 litres d'essence aujourd'hui. Oui, et demain, ça sera un seul. Et demain, donc 2 litres d'essence pour essayer de... Et encore une fois, non pas pour avoir peur ou pour être effrayé, loin de là, mais pour s'enrichir, parce que je vous assure que ça va non seulement changer votre regard sur le monde, mais ça va l'aiguiser, et en plus de ça, ça va vous donner une force, parce que ces gens-là ont une chance inouïe, comme tu rapportais avec l'affaire Guardo, c'est qu'ils vous transmettent un plus d'humanité. Et ce plus d'humanité, je peux vous assurer, vous fait traverser des tremblements de terre, des zones d'ombre. Moi, je suis le premier à l'avoir vécu, et c'est drôle de ton expérience que tu racontais avec Canal+, quand tu étais un petit peu naïf, tu pensais pas que ça pouvait imaginer. Ben, figure-toi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé avec Hold Up. Qu'est-ce que moi, quand j'ai sorti Hold Up, j'étais content de moi. J'ignorais qu'il y avait des gens qui se réunissaient comme ça au sein de groupes, la Trilatérale ou Bilderberg ou autres, et qui imaginaient des pandémies pour gagner un maximum de pognon, éventuellement diminuer la planète ou tuer un maximum de gens, parce que c'est mieux, on sera plus tranquille. Moi, et quand j'ai découvert tous ces documents qui étaient sourcés, je m'attendais pas du tout à voir tout le monde m'a dit, mais attends Pierre, mais t'étais conscient de ce que tu allais révéler? Je dis, bah non, j'avais fait un bon boulot, j'étais content de moi. Et tout le monde m'a traité, mais il est complètement, il marche en dehors des clous, quoi. Ben non, justement.
Et j'ai eu voilà, j'étais complètement naïf. Et je regrette pas en fait cette naïveté, parce que justement cette naïveté permet d'abord de continuer de s'émerveiller, de s'étonner, d'être curieux, de s'intéresser à plein de choses, ou sinon voilà, moi c'est pour ça que je suis ravi de terminer ce métier qui m'a beaucoup donné, où j'ai beaucoup appris, notamment grâce à des personnages qui ont changé ma vie. Et vraiment, je le dis, il y a des personnages qui ont eu un impact, qui ont transformé ma petite vie de tous les jours, en me permettant de passer les coups du quotidien, parce que la vie est difficile, c'est sûr, pour tout le monde. Mais la naïveté dont tu parles, souvent c'est assimilé à de la connerie, mais c'est pas de la connerie d'être naïf. Non, On a le droit d'être naïf, et après de dire, ben voilà, j'ai été naïf, mais en même temps j'ai eu raison d'être naïf. Tu vois, il faut le revendiquer. Mais ça dépend ce qu'on met derrière naïf. Moi, derrière naïf, je mettais mon inculture générale, c'est-à-dire que et puis j'étais content parce que je découvrais une réalité que je ne pouvais même pas imaginer. Et j'étais sûr. Alors ça, je pense que je regarde Senta, c'est ce qu'on a tous compris. On a tous découvert une réalité qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est ça. Et qui est vrai dans le domaine de la pédocriminalité, qui était vrai dans le domaine de la pandémie Covid, et qui est vrai dans d'autres domaines. Oui, tout à fait. On ne finit pas d'en découvrir. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a inculqué, l'école, les parents, tout ça, enfant, malheureusement était faux. C'est-à-dire, et c'est ça au fond, c'est ça la naïveté, c'est qu'on a été bonne poire, on y a cru. Et en vrai, il n'y a presque rien qui est vrai. Dans tout ce qui était vrai. Mais enfin, si je peux dire, moi, c'est vrai que c'est vraiment en tirant, quel que soit l'angle par lequel on commence à tirer, on va dire, sur la pelote. Moi, ça a été l'autisme avec mon fils, et puis je me suis dit, tiens, il y a un problème avec la vaccination, pourquoi on n'en parle pas? Je me suis dit, tiens, il y a un agenda, ils sont quand même tous dedans, ils ont l'air de se tenir tous les coudes sur ce truc, ils mentent tous, et puis je me suis dit, bon, il y a un truc mondial là, au niveau de la santé, et puis de là, je me suis dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils tiennent tous ensemble? On dirait qu'ils sont ensemble. Et c'est pour ça que l'autre, mais quelque part, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, c'est libérateur. À la fois, c'est horrible, parce que le monde s'effondre. Hein. Bon, voilà, la démocratie, c'était de la blague. Non, leur monde s'effondre. Leur monde s'effondre aussi. C'était pas le nôtre. C'est clair, ouais. On n'a jamais appelé ce monde de nos voeux. Et la plupart des personnes sont d'accord avec nous. Ouais. Attendez, mais on voit très bien que ça ne va pas du tout. Et donc, toutes ces luttes dans différents domaines se réunissent aujourd'hui. Il y a une confusion. Et donc, effectivement, ils vont tous tomber, et ils le savent. Oui, je pense que voilà, c'est bien, on est à la fin d'un monde, et le nouveau est en germination, il commence à arriver, et tant mieux. Moi, j'ai hâte que ce monde dominé par le pauvre. Moi, ce qui m'a le plus choqué, vraiment, ce qui m'a le plus choqué, et c'est là où j'ai pas compris, c'est que je m'attendais pas à une attaque aussi frontale de la part de mes propres confrères. Moi, j'ai vraiment, mais vraiment, là, j'étais naïf, et surtout de voir les dépêches de l'AFP, qui sont pas des dépêches, c'est des scuds, avec des adjectifs qualificatifs qui sont indignes d'une dépêche d'une grande agence de presse. Mais j'ai vu des choses, mais j'en revenais pas, quoi. Et de savoir, pour moi, un journaliste, c'est un porteur, c'est un ramasse-miettes. Moi, quand j'enseignais dans les écoles de journalisme, je faisais bien comprendre à mes élèves, attendez les gars, vous êtes juste des ramasse-miettes, vous triez les miettes, et puis vous êtes juste des porte-micros. Arrêtez de vous prendre pour des éditorialistes qui refont le monde à bout de bras à chaque interview. Mais sincèrement, le factuel aujourd'hui, il est mort, il n'y en a plus. Et c'est vrai que de connaître encore quelques journalistes, là, la dernière fois, quand j'ai regardé ton interview de l'ancien président vénézuélien, du Venezuela, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, tiens, ça y est, souviens-toi, oui, il y a des journalistes qui ont existé à l'époque, parce qu'on posait les questions, voilà, on n'hésitait pas à rentrer dedans. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun journaliste qui... j'en connais quelques-uns sur Cache ou sur Off Investigation ou autre, mais ça reste quand même très... Ah oui, c'est les petits métiers de Paris, tu vois, rémouleur, des trucs qui n'existent plus. En fait, journaliste, c'est comme rémouleur. Voilà. Non, mais c'est ça. Et là, encore une fois, ça a été vraiment
Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'en remettre parce que ce métier, je l'ai adoré, j'ai vraiment tout donné, je me suis encore une fois enrichi, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et de savoir que ce métier n'existe plus, et aujourd'hui avec l'IA, c'est terminé. C'est terminé avec l'IA, c'est définitivement clos, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra plus jamais savoir, en plus avec les algorithmes et autres. Enfin, tout est faussé. Est-ce que vous avez encore des anecdotes? Parce que c'est ça qui est intéressant. Il nous reste encore une petite pour nous raconter de toutes ces investigations que vous avez menées au cours de ces années. Moi, je vais essayer ouais, c'est vrai que j'en aurai quelques-unes également. Mais Senta, vas-y. Là, vous me prenez de court. Moi, ce qui m'a quand même frappé, enfin, j'ai rencontré beaucoup de survivantes après, comme c'était Pierre qui portait le film, etc., qui portait les choses à l'écran. Et puis en tant que femme, donc il y a eu beaucoup de survivantes qui sont venues se confier à moi, pas spécialement pour qu'on dise leur histoire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui préfèrent au contraire que ça ne soit pas su, mais déjà la première chose pour savoir est-ce que ce que je raconte, ça fait sens? Est-ce que tu as déjà entendu dire un truc pareil? Est-ce que tu connais une telle, etc. Et donc, c'est à la fois le fait d'avoir des éléments qui se recoupent d'une personne à l'autre. On se dit, ah bah oui, là, des détails, on se dit, ok, là c'est clair, elles ne peuvent pas l'avoir inventé. D'autres choses qui m'ont... Voilà, je me suis retrouvée dans des situations où bien, parfois, j'ai vraiment quelqu'un qui peut partir, je dirais, complètement en dissociation. Hein, genre, je montre une photo où je dis un nom, comme ça, un truc, et puis et hop, là, c'est fini. La personne, elle disparaît dans un autre monde. Il faut un quart d'heure pour la ramener, elle n'est plus là, elle est vraiment dans un état d'hébétude et de choc. Et je me dis, oui, j'ai fait une boulette, je ne peux pas le savoir, évidemment. Donc, ou bien j'en ai vu d'autres se mettre à trembler, à hurler, etc. C'est pas amusant à dire comme anecdote, mais c'est quand même pour dire que j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais pas du tout et qui témoignent vraiment, où les personnes se mettent à bégayer, à transpirer, enfin, qui témoignent vraiment du trauma. Donc, le trauma, il est réel. Après, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à un moment, une personne peut avoir un flash, hein, comme souvent ils expliquent, et puis ça revient par bribes, tout ça. Et donc, quand peut-être l'année d'après, la personne aura un récit différent parce il y aura plus de choses qui se seront révélées, ou bien elle peut voir un visage ou deux visages qu'on va associer, c'est peut-être pas au même moment, ou bien dans deux lieux différents, c'est pas faux, et donc c'est compliqué. En tant que journaliste, c'est pas faux. Enfin voilà, je sais que toutes ces choses sont vraies, les gens ne mentent pas, mais c'est pas toujours évident de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour constituer un récit. Et donc, nous, on est là en tant que journaliste pour témoigner, dire ok, ces choses se passent, on est sûr qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mais on n'est pas des enquêteurs. Et je pense que les gens doivent aussi faire la différence. On n'est pas là, on n'est pas des policiers. Et puis souvent, on nous tend parfois des pièges, ça arrive aussi. Donc il faut être très prudent. Mais c'est clair que ça a changé ma perception des choses. Et aussi les histoires de personnalités multiples, tout ce qu'on découvre après. Parce que là, on n'a pas encore tout dit, hein, mais il y a les histoires d'adoption, il y a le trafic d'organes, il y a les affaires de clonage, tous les gens à qui on prélève des ovocytes, des trucs. Enfin, c'est hallucinant. Moi, je dirais le degré de mal qu'il y a sur cette terre, ça. Et l'étendue du truc, parce qu'il y a, moi, en Europe, je ne vois pas un pays qui ne soit pas concerné. Ça dépasse l'entendement. Mais Santa, le diable travaille. Ouais. Mais là, il travaille bien. On est en train de l'exposer. Hein, je veux dire, une fois que tout va remonter à la surface, on va être libéré, quoi. Alors, moi, je voulais donner tu demandais des anecdotes. Ah oui. Je vais donner un témoignage qui n'est pas celui on parlait de journaliste. Là, c'est pas de journaliste, puisque j'ai monté cette ONG, ça serait beaucoup, mais cette association Justice pour l'enfance.org. Donc le but, c'est un collectif d'avocats, et puis on peut écrire et proposer telle ou telle affaire qu'on est en train de vivre parce qu'on n'a pas, par exemple,
simplement l'aide juridictionnelle. Donc là, on intervient pour aider la personne ou l'enfant à se défendre, etc. Bon, et il y a beaucoup d'affaires, évidemment, d'inceste et tout. Et puis, il y a aussi des cas, alors là, ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de décrire, en tout cas qu'on décrivait très très bien dans Les Survivantes, c'est ce qu'on appelle les cercles sectaires pédosataniques. Bon, alors, sans trahir de secret, parce que en tant que président d'Asso, j'ai pas le droit de les trahir, et puis c'est pas mon intérêt, parce que alors parfois on me dit oui, mais tu ne balances pas assez, tu racontes des vieux trucs, du trou ou trop, on s'en fout, on veut des trucs de maintenant. Mais les trucs de maintenant, ils m'arrivent, mais je les transmets à la police, qui les transmet au parquet. Je ne vais pas en faire état publiquement, parce que sinon, évidemment, les coupables, ils vont brûler leur ordi, aller se cacher dans un tonneau, et on n'entendra jamais parler de l'histoire. Déjà comme ça, il y a de forts risques qu'on n'en entende pas parler, parce que quand on y va vraiment, on trouve des gendarmes, on trouve des policiers qui nous écoutent, c'est des témoignages, des auditions qui durent parfois 2 jours, avec parfois même des signes de stress très profond chez les gendarmes ou les policiers. Ils se mettent à pleurer parce qu'ils ne peuvent pas imaginer. Enfin, ils ne peuvent pas imaginer. Ils entendent et puis ils se disent merde, en plus c'est vrai, parce que j'ai la personne. Parce que je vous parle de quoi? Je ne vous parle pas de trucs qui sont passés il y a 20 ans, des trucs qui se passent aujourd'hui. C'est quand même autre chose. Et donc, ils sont exactement ce que décrivent ces femmes. Tu citais Chantal Fraisse ou Anneke Lucas, etc. Donc, ce sont vraiment des cérémonies pédosatanistes avec des chants, des rituels, des tenues, des sacrifices, des tortures, des enfants qui violent d'autres enfants, des détails que tu n'inventerais pas, des trucs très très précis. Évidemment, ces enfants donnent des noms ou donnent des indications physiques qui aident les enquêteurs à retrouver les personnes, à chercher les personnes. Et ça existe, et c'est aujourd'hui. Et donc là, quand tu es en face de ces filles qui ont même pas 20 ans, c'est encore tout à fait différent qu'une Lydia Guardo qui a 50 ans, qui a eu le temps. Là, ce sont des êtres détruits, apeurés, qui ont du mal à s'exprimer, qui sont évidemment suivis, parce qu'elles ne sont pas faites pour la vie, vu ce qui leur est arrivé. Comment veux-tu après t'insérer dans le tissu social? Tu vois, ça n'existe pas. Tu t'es détruit. Et donc là, c'est très intéressant, parce que c'est la confirmation qu'on ne raconte pas des conneries depuis 20 ans, et 2, c'est l'observation, et en l'occurrence par moi, de comment les parquets vont traiter ces affaires-là. Ça, c'est très intéressant. De voir si ça va être étouffé ou pas. Parce que là je suis un peu derrière. Donc, je surveille. Et ils savent très bien que je suis derrière et que je surveille. Donc, c'est intéressant. Voilà, bon, pardon, je voulais juste dire ça. Non, c'est très intéressant. Oui. Moi, la chose dont je voulais témoigner, parce que l'un des témoignages, et c'est pour ça que je suis content d'ouvrir cette série avec l'affaire Outreau, parce que ce qui a déclenché également le désir de faire ce sujet, c'est le livre de Jonathan, Au-delà de l'irréparable, parce que là, on parle de Outreau, mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Une fois que ces enfants sont sortis, on va dire, du réseau, du réseau Outreau, parce que c'était un vrai réseau, pardon, après, de voir comment un enfant comme ça est malmené par tout le système qui est censé protéger l'enfant en France. Déjà, on file 20 000 euros. Il y a eu la attends, les gosses, on leur file 20 000 euros et un bisou. Et les coupables qui finalement sont acquittés, 300 000 euros chacun. Non, tous les enfants, les 13 enfants ont reçu 30 000 euros, et ceux qui ont été indemnisés, ils ont reçu entre 500 000 euros et 1 million. Ah bah, il y a même une personne qui n'a pas fait de prison qui a reçu 150 000 euros. Donc oui, on est dans le... Mais au-delà de ça, après l'enfant, par exemple, Jonathan, quand il est placé dans une famille d'accueil, après, on va le retrouver après dans des foyers, il va être malmené, enfin, ça va être un parcours, il va se retrouver SDF. Le jour de son anniversaire, le directeur du foyer le met à la porte, à minuit, il le met à la porte, parce que pour une question d'assurance, parce qu'il avait 18 ans.
tentative de suicide, il va être SDF pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'un de ses frères a été SDF, Dimitri, dont je parlais, pendant plusieurs années à Bruxelles. Aujourd'hui, il a été recueilli par une personne que je connais et qu'il est en sécurité. Et c'est pour ça qu'il a repris un petit peu du poil de la bête, qu'il a vu le sujet et qu'il est prêt maintenant à venir à reprendre des forces pour essayer de se mobiliser pour peut-être réouvrir ou encourager des gens à témoigner. Mais c'est surtout, pour revenir à Jonathan, mais lisez son livre. C'est bouleversant d'humanité et c'est bouleversant de tout ce que vous voulez, de résilience. Mais je ne sais pas comment ce gars-là, il est encore debout. Comment tu fais, Jonathan? Tu étais un miracle à deux pattes. Parce que avec tout ce que tu as vécu, minimum, il a fait des tentatives de suicide. Mais à chaque fois, et c'est pour ça que je trouve que c'est des belles histoires, il y a eu des personnes qui se sont mises sur sa route, qui l'ont hébergé, qui l'ont accueilli, Donc la roue tourne. Ouais. Et ça, c'est magnifique. C'est la leçon de vie que donnent ces victimes de ces crimes abominables. Franchement, je vous invite. Mais ces bonnes personnes, je crois que c'est, de même que je t'ai dit, le diable travaille, mais les forces du bien travaillent aussi. Et te placent des bonnes personnes sur ta route, et heureusement. Moi, ce que j'aime bien de dire, c'est que Dieu, c'est une usine à recycler le mal. Et c'est ça qui est formidable. C'est d'un mal, on peut en tirer quelque chose de magnifique et voire même encore plus fort. Donc, il faut rester très optimiste. Il faut rester optimiste. De toute façon, moi, je le suis dans mes gènes, c'est dans mon ADN, c'est toujours cette confiance et cette foi qui m'habite et qui me fait changer, qui me fait tourner, qui me fait aller peut-être vers d'autres horizons. Pardon, Santa, j'arrête de parler. Oh non, ça va. Mais oui, moi je voulais dire, parce que là, c'est vrai que c'est super important de donner des exemples de résilience, mais quand on parle des survivantes, on a toujours l'impression que, ils ont survécu à un truc dans le passé. Mais en fait, ça continue. Cette survie, elle continue tous les jours. Et malheureusement, je dois dire que la majorité de ceux que je connais vont très mal. Ça reste extrêmement difficile de parce que gérer les émotions, trouver un boulot dans ces circonstances, alors que tout à coup, pouf, ça peut arriver comme ça. Il y a entre guillemets des remontées, des choses qui reviennent. Gérer un couple, une famille, si jamais il y en a, c'est extrêmement difficile. Gérer les finances quand on leur a appris que de toute façon, tout ce qu'ils avaient gagné, on allait leur prendre, c'est impossible. Et moi, ce que je pense même, c'est que j'ai remarqué, alors ça c'est encore un nouveau sujet à creuser, mais c'est des gens qui sont victimes d'une forme par exemple, de persécution administrative. Et donc, à un moment, on se dit, tiens, en plus, ils n'ont pas de chance parce que leurs comptes ont été bloqués, parce qu'ils n'ont pas reçu les allocations, parce que ils sont, entre guillemets, disparus du système, du bureau fiscal, etc. Puis, au début, on se dit, moi, je prends toujours les choses avec beaucoup de recul. J'ai une mère qui était prof en psycho, donc je me dis, ok, c'est normal qu'une personne qui a été torturée, harcelée toute sa vie, soit entre guillemets un peu parano. Ça fait partie du mécanisme de survie, quelque part, c'est sain. Mais en réalité, je pense que parfois, il y a des faits qui viennent confirmer qu'effectivement, il y a un nombre tout à fait anormal de dysfonctionnements administratifs ou autres qui se passent chez ces personnes. Et je crois que ça se passe par le biais de nos numéros d'identification nationaux. En Belgique, on a un numéro de registre national, etc., ou le numéro de téléphone et compagnie. Et on sait très bien que des gens, par exemple, comme les réseaux d'espionnage avec Epstein aux États-Unis, les réseaux Clinton, etc., ils ont investi dans les logiciels de réseaux d'appel de secours, de surveillance, etc. Et donc, moi, je suis persuadée qu'en fait, il suffit d'encoder le nom de ces personnes ou leur numéro de téléphone ou leur numéro d'identification nationale, tout simplement pour que ce soit des gens qui ont 2 fois plus d'emmerdes. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile pour ces gens de survivre au quotidien. C'est hallucinant. On n'a pas fini l'enquête, malheureusement. Voilà.
Je voudrais juste Ouais. revenir un petit peu, parce que le temps passe, sur l'affaire Outreau. Je vous propose de regarder une petite capsule que vous avez peut-être déjà vue sur Internet, qui est édifiante. Pourquoi? Parce que cette affaire, en fait, aurait dû être bouclée assez rapidement, dans la mesure où, très vite, les enfants dans les familles d'accueil ont parlé, et ils parlaient de cassettes porno en disant que, bah voilà, j'aimerais bien regarder, t'as pas des cassettes X, parce que voilà, chez nous, tout est filmé, et il suffisait de faire une perquisition, on aurait eu les cassettes, et surtout les auteurs des viols, quoi, puisque tout était filmé. Et malheureusement, la perquisition est arrivée très tard. Enfin, il n'y a pas eu de perquisition où ils ont été prévenus. Je vous propose de regarder un petit extrait des propos de Jonathan. Et malheureusement, on n'a pas pris d'extrait des propos de Chérif, parce que Chérif est aussi une personne auquel je suis très, très attaché, parce que voilà, c'est un enfant qui me bouleverse encore. Et puis j'ai hâte d'aller le voir en prison, en tout cas. Je vous propose d'écouter cet extrait. Un après-midi, j'ai demandé à c'est ma famille d'accueil qui m'a orienté vers des cassettes dessins animés à l'époque. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. Je lui ai demandé si elle avait des cassettes X. Bah, elle était stupéfaite, quoi. Enfin, elle m'a demandé de répéter, donc je lui ai répété. Et en fait, son regard je m'en souviens comme si c'était hier, son regard m'a tellement, aujourd'hui, je le dis avec des mots d'adulte, mais scié, que je suis parti en courant dans ma chambre. Et de là, elle a eu une conversation avec son mari à l'époque. Donc ils sont revenus me voir, on en a discuté. Et voilà, je lui ai expliqué qu'à la maison, ça se passait comme ça. Et que ça tournait en boucle à la télévision et qu'il se passait des choses à la maison. Donc à la suite de ça, elle a appelé la famille d'accueil de mon frère, qui lui dit bah, « Tu tombes bien, Dimitri aussi commence à raconter des choses ». Voilà. Donc, bon, on pourrait parler de réaction, Karl? Écoute, cette histoire, c'est en France, c'est la boîte noire, hein, cette affaire d'Outreau. Celle en Belgique, c'est Dutroux, et nous, on a Outreau. Et qui est l'inverse, en fait, mais finalement avec le même résultat, c'est-à-dire, ah ben non, circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, il est évident que le combat de Jonathan, de ses frères et de toutes les victimes qu'on espère réunir un jour, retournerait la situation et arrangerait la vie de tellement de mamans et d'enfants dans les tribunaux français. C'est sûr. Que ça changerait tout. La commission parlementaire devrait être refaite, mais à l'inverse, dans un autre sens, parce que tout nous montre que nous avions raison, et pourtant ça a été si difficile d'en parler. On avait lancé ce film que Serge Garde a fait sur l'affaire et ça se bousculait pas pour nous aider à le produire, hein. Donc ça a fait son chemin petit à petit. Serge a beaucoup travaillé. Je me souviens, il avait fait des cartes avec tous les personnages. Enfin, c'était délirant chez lui. Oui, produit par de la Villardière, c'est ça, enfin, producteur exécutif. C'était une dame qui avait apporté Ouais, 100 000 euros. Qui avait apporté l'argent pour que Serge puisse faire le film, parce qu'elle pensait que nous avions raison dans ce que nous voulions dénoncer. Mais c'est vrai que c'est bien de commencer par ça pour ta deuxième saison. Saison que j'ai vue et que j'invite tout le monde à voir, parce que c'est vraiment un travail extraordinaire de patience. Et puis tu le fais bien, quoi. C'est ton métier. Donc vraiment, on dirait c'est du niveau tout à fait du service public, sauf que tu es tout seul et tu as 3 pauvres donateurs qui essayent d'aider. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens te versent les 4,90 € pour regarder les 5 épisodes et que tu puisses au moins rembourser ceux qui t'ont aidé à produire le film. 2 litres d'essence. 2 litres d'essence. C'est assez grand. Non, mais c'est grand moyen. Je veux dire, c'est super bien fait. Il y a du drone, de la musique. Enfin, c'est ridicule. Et puis j'ai vraiment voulu, et ça j'y tiens, c'est vraiment une écriture sans commentaire. Il n'y a pas de commentaires qui parasitent. Il n'y a pas de comment. C'est pas la peine d'en rajouter. Les faits sont là. Je suis vraiment attaché au factuel, comme tu l'es également, et c'est ça qui m'intéresse. Et d'avoir effacé complètement le journaliste dans cette réalisation et d'avoir rendu ces personnages attachants,
et qui donne. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vraiment qui ont pleuré en regardant ce premier épisode, parce que je l'ai montré à différents personnes pour voir un petit peu leur réaction et qui étaient complètement, qui étaient très très loin de cette thématique et ils m'ont remercié de leur avoir montré parce que bon, ça c'est des personnes proches de mon entourage, mais en tout cas concernant la pédocriminalité ou la pédophilie d'une façon générale, ils y connaissaient rien. Donc oui, je pense que paradoxalement, la télévision, l'image, la vidéo, sur ces personnages-là, qui sont des personnages hauts en couleur, ils transmettent quelque chose. Et ce petit plus qui se transmettent, c'est l'humanité. C'est des rayons de soleil, c'est des lumières qui éclairent ce monde, qui éclairent cette noirceur. Et je suis intimement convaincu que si cette série, moi j'ai été choqué parce que j'ai quand même essayé de vendre cette série aux chaînes de télé, je suis allé voir Canal, je connais bien le grand patron du groupe Canal pour dire écoute voilà, j'ai une série qui quand même, j'ai pas eu de réponse et pourtant il connaît la solidité de mon travail, il sait que je suis pas, voilà. Alors j'étais étonné parce que j'arrivais avec Hold Up, Hold On et Hold Out, mais tout de suite il m'a pris au téléphone, il m'a dit oh Pierre, comment ça va Coco? J'ai dit j'ai une petite série là, sur la pédo, est-ce que ça t'intéresse? Écoute, envoie-moi la série et j'ai pas eu de nouvelles. Donc c'est pour ça que j'espère peut-être demain que cette série atterrira comme Les Survivantes aujourd'hui, puisque Les Survivantes, on est en train de voir pour le diffuser un petit peu à l'étranger, en Angleterre ou aux États-Unis, puisque maintenant avec l'affaire Epstein, ça commence à se dire tiens, c'est peut-être un petit peu d'actualité, mais voilà, en tout cas voilà, je suis merci de tes compliments, ça m'a beaucoup touché. Merci aussi de ta participation, Karl, parce que sache que depuis 4 ans ou 6 ans, je me sens très très seul. Hein, c'est comme tu as dû le sentir toi aussi depuis plus de 25 ans, parce que je me dis le pauvre, il a été traité de complotiste pendant 25 ans. Moi, j'ai subi pendant 6 ans. Et aujourd'hui, effectivement, quand on découvre que les pandémies ont été créées pour faire un maximum d'argent et tuer un maximum de monde, bah voilà, et on fait quoi maintenant avec les comploteurs? Quand je vois qu'encore il y a des personnes qui osent parler de complotistes, enfin c'est juste impossible. D'ailleurs, je terminerai avec un petit poème que j'ai fait pour mes amis fact-checkers. C'est pas du tout revanchard, hein, non, mais voilà, le corbeau et le renard, c'est pas le corbeau et le renard, mais voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, juste avant de partir. Un petit tour, voilà, comment vous voyez-vous tous les deux la suite en fait de ces enquêtes? On va pas parler de l'affaire Epstein parce que pour moi voilà, ça reste un petit peu obscur tout ça, pour des raisons que voilà, j'attends d'en savoir un peu plus. Il y a seulement que 2%, il y a beaucoup de et puis bon, la pédocriminalité, il y a effectivement des viols, mais les enfants, ils ont 11 ans, 14 ans. Alors c'est des viols, il y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, on n'est pas dans les viols de nourrissons ou dans les découpages d'enfants dont on a traité. C'est parce que tu n'as pas vu tous les dossiers, là, oui. Détrompe-toi, Pierre. Les dossiers, alors. Détrompe-toi, on y est aussi, évidemment. Ah bon, on y est. Alors, pardon, j'ai survolé. Écoute, c'est très simple à comprendre. C'est un réseau de chantage sexuel. Ça, c'est sûr. Il y a l'offre et la demande. Et la demande, elle peut concerner des prépubères de 11, 12, 13 ans, mais elle peut concerner aussi des nourrissons ou des petits-enfants. Et Epstein, son rôle est de répondre à la demande. Donc, et puis, trouver des enfants, c'est pas bien compliqué, malheureusement. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah, d'ailleurs, dans cette saison, je vous invite dans le témoignage de fin de Daniel Pittet, qui est allé en Ukraine visiter des centres et il témoigne dans le film. Donc c'est vraiment très très fort et c'est quelqu'un, voilà, envers qui j'ai une amitié particulière parce qu'il est rayonnant. Il a été violé pendant 4 ans par un religieux, un capucin. Et voilà, il a écrit un livre qui s'appelle Mon père, je vous pardonne, qui a été vendu à 9 millions d'exemplaires. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément touché. Voilà, ça fait partie encore des rencontres assez incroyables qu'on a la chance de faire quand on fait ce métier. Donc, c'est vraiment un vrai cadeau. Et voilà, et je voulais faire un petit tour. Voilà, avant de refermer de refermer le sujet, déjà un grand merci à tous les deux d'avoir accepté de passer 1 heure pour annoncer cette série. Il faut que tu donnes la parole à Laurence, elle est arrivée. Elle est arrivée, c'est très bien. Laurence. Bonsoir Pierre.
Oh bah bonsoir. Bah voilà celle, voilà celle à Salut, cause de Karl. qui, voilà, c'est à cause de cette personne que j'ai fait cette série. Et merci encore Laurence, parce que vraiment, moi quand je t'ai vu chez toi travailler non-stop à regarder des choses juste impensables, inaudibles, inregardables, et t'es toujours debout. Ton témoignage, Laurence, comment, je disais justement pour lancer cette série, je demandais à tous ces journalistes un petit peu des anecdotes sur leur enquête et comment de rencontrer ces personnes victimes de ces crimes pouvaient également être des lumières et nous apporter à nous, journalistes, cette soif de continuer en tout cas. Ah bah, je pense que c'est fondamental. C'est aussi parce que il y a des gens qui sont incroyables de courage et de résilience qu'on continue en fait. Hein. Au départ, on travaille pour les victimes. Moi, il y a plusieurs fois, enfin souvent, on m'a dit vous battez contre les pédocriminels. Je dis non, non, non. Moi, je me bats pour les enfants. C'est pas pareil. Parce que finalement, les pédocriminels, bon, on cherche ce qu'il faut faire pour qu'ils arrêtent, ou en tout cas pour les mettre hors d'état de nuire. Mais moi, il y a toujours un moment où ma raison échoue, c'est pourquoi eux, ils sont comme ça, et pas moi. Et quand je suis passée, quand les peines sont trop basses, ou quand il y a de l'impunité, je veux dire, c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé, on ne sait pas comment faire autrement pour l'instant pour les empêcher de nuire, que de les mettre à l'écart, pardon, à l'écart de la société. Mais la première chose, c'est le besoin d'une part des victimes d'obtenir justice, mais c'est aussi le combat qu'ils mènent. Bon, il y en a qui m'ont beaucoup marqué, hein. Alors, dis-moi justement, allez, donne-nous une ou deux anecdotes de rencontres qui continuent de te marquer, en fait, et qui t'ont profondément marqué. Eh ben, alors, dans les gens avec qui j'ai gardé des relations après depuis longtemps, parce qu'il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres, donc il y a des affinités, c'est comme ça, hein. Moi, je me souviens d'une gamine de la... Enfin, donc, alors, en fait, elle m'avait parlé, mais au départ, c'était son petit frère. Et puis, il s'était avéré que le type, en fait, il avait violé tous les gosses de la famille, quoi, comme c'est souvent le cas. Et je veux dire, c'est une gamine extrêmement forte, extrêmement positive, extrêmement lumineuse. J'en parle d'ailleurs hein, dans mon bouquin. Dans ton livre. Voilà, qui vient de sortir un livre, l'hypocrisie française, pédocriminalité, l'hypocrisie française, qui sort le 26 mars. Voilà. Notez bien et courez l'acheter, s'il vous plaît. Vraiment, c'est le minimum que vous puissiez faire. J'ai changé son nom, qui d'ailleurs a toujours eu un grand souci de préserver les autres, et qui me disait encore il n'y a pas longtemps, moi, ma victoire, c'est d'avoir pu continuer, d'avoir eu une vie normale. Ma victoire sur lui, c'est que j'ai une belle vie. Enfin, c'est que, voilà, il y a une résilience. C'est que... Donc, elle dit, si mon petit frère voulait porter plainte parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir justice, enfin, sa mère n'avait pas réussi à obtenir justice à l'époque, mais maintenant, le gosse, il est majeur. Et puis surtout, il y en avait d'autres qu'on n'a pas... voilà, d'autres prédateurs, hein, je veux dire, qu'on n'a pas cherché. Donc, elle disait, là, oui, je porterai plainte. Pas pour elle, pour son petit frère. D'ailleurs, au passage, c'est une affaire où le gamin, le petit frère en question, il était petit à l'époque, hein, il avait peut-être 6 ans. Et à un moment, il avait stupéfié tout le monde, parce qu'à un moment, il y avait la télé. Il ne regardait pas spécialement, on était en train de parler, puis il y avait donc, je sais plus, c'était un reportage ou le JT, enfin, je ne sais plus. C'était peut-être donc, début des années 2000, un peu après. Et à un moment, il y avait donc on revenait, je ne sais pas pourquoi, sur l'affaire Dutroux, qui avait déjà des années, hein, mais voilà. Et puis il regarde la télé, puis il tend son petit doigt comme ça, d'un seul coup, il s'arrête, et ah, le copain de papa.
Juste pour la petite histoire. Et en fait, sa sœur et sa mère m'avaient confirmé qu'effectivement, elles avaient rencontré du trou. Lors de, il y en avait une enfin, croisée du trou quand elle est des vacances en Ardèche. Mais enfin bon, voilà, c'est pour la petite histoire. Ouais, mais ce qui est incroyable, Laurence, aussi, j'aimerais bien que tu me racontes, parce que tu es quand même très humble, parce que tu n'as jamais rien lâché. Moi, je me souviens que tu as quand même déménagé, tu as reçu des menaces, tu as fui. Tu peux nous rappeler un petit peu ces années-là où c'était Ouais, mais compliqué d'un pour seul toi? coup, je t'entends plus très bien. Il y a un problème de connexion, ça fait dang, dang, Ah, dang, dang, dang. ouais, est-ce que vous m'entendez là ou pas? Non? Vous Là, m'entendez c'est bon, plus? je t'entends mieux. Non, je disais, est-ce que tu peux nous raconter également ces années un petit peu difficiles où tu as dû te cacher, où tu as dû déménager parce que tu recevais des menaces? C'est ça aussi la vie de journaliste d'investigation, non? Alors, je me suis pas cachée. Je me suis pas cachée. J'ai juste décidé pendant un moment d'aller mettre un peu mes enfants au vert. Hmm, D'ailleurs, ça, je le rencontre aussi. Parce qu'on m'avait laissé entendre qu'on pourrait enlever mes enfants. quand Et même. que ça m'avait pas amusé. J'ai donc été Ouais. petit à l'époque. Pour tout dire, tout ce qui était menace de mort, tout ça, je le prenais pas vraiment au sérieux. Moi, j'ai la conviction, en fait, que déjà, quand c'est publié, c'est trop tard. Et surtout que si on te menace, c'est que tu n'es pas encore assez dangereux. On veut juste te convaincre de ne pas le devenir. Et surtout, 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 je pense que si réellement on veut te tuer, on ne te prévient pas. Ça te tombe sur la gueule et tu n'as rien vu. Mais Hmm. malgré tout, les gamins, les miens, là, ils étaient assez petits à l'époque. Il y a des risques qu'on ne prend pas, quoi. On les prend, on les prend pas pour les autres, on les prend pas. Donc je m'étais dit, il y a quand même un peu trop de gens qui savent où j'habite, même si on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai que j'ai quitté l'Île-de-France pendant 6 ans. Et que bah, moi je remontais à Paris en fait, pour travailler, mais on n'y Hmm. habitait plus, quoi. Et c'est pareil, alors il y avait des gens qui me cherchaient. À l'époque, ma sœur habitait à Paris, je lui avais dit de se mettre sur liste rouge, mais elle ne l'avait pas fait. Et donc, du coup, elle a commencé à recevoir des coups de fil de gens qui me cherchaient. Je l'avais engueulée. D'ailleurs, je lui avais dit, mais je t'avais dit de te mettre sur liste rouge, c'était embêtant. Et on se méfie un petit peu. Euh, les, sur le site, enfin, les Boys Lovers m'avaient affublé du doux surnom de la salope qui dit n'importe quoi. Ah oui. Mais En tout bon, cas, moi, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir tous les trois, parce que je pense que vous avez vraiment fait bouger les lignes. Vraiment, je le sais, par vos livres, par vos enquêtes, par vos documentaires. Donc, merci à tous les trois. Et juste une dernière question, ou au contraire, si tu veux témoigner, Laurence, mais vraiment, n'hésite pas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quand même des avancées qui font que les choses sont en train de bouger et que ça va changer un petit peu? alors l'avancée, effectivement, c'est que on en parle quand même plus. Il y a une espèce de prise de conscience collective. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait plaisir avec ce livre, c'est que il y a des gens ou des amis qui m'ont dit, ou des gens que je connais qui m'ont dit, je vais l'acheter, je vais le lire. Et je n'ai pas eu ces messages que j'avais avant, Hmm. qui étaient, oh, Laurent, je suis désolée, mais je peux pas. J'aimerais vraiment bien, mais Mais je ça, peux pas. le moral, c'est pas possible. Ou alors, écoute, hein, je vais l'acheter, je vais le lire, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Et où je suis même pas sûre d'ailleurs qu'on le lisait. Donc, c'est quand même qu'il y a un intérêt supplémentaire. Et il y a effectivement, je pense que moi, qu'une grosse prise de conscience et une grosse pression collective qui peut effectivement réellement faire bouger les lignes. Donc, voilà, il y a ça, malgré tout, qui a évolué. Moyennant quoi, au niveau des moyens, les avancées, elles sont petites au niveau des moyens qui sont mis. Il y a eu 2, 3 avancées législatives, l'extension de la prescription à 30 ans, après Flavie Flament, quelques trucs comme ça. Bon, on ne dit plus depuis le livre de Camille Kouchner que les élites ne sont pas concernées, puis on dit encore moins depuis l'affaire Epstein. Mais parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a encore très très peu de temps, c'était le fantasme des élites, fantasme de journalistes, conspiration machin. On voit pas pourquoi ça aurait pas touché cela et seulement les autres. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Parce qu'il faut quand même voir que c'est
d'abord, c'est un phénomène qui est global. Enfin, quand il y a des verrous, c'est quand même un peu plus embêtant. Moyennant quoi, il y a aussi des avancées législatives qui ont été compensées par des reculs législatifs. Comme Bah, quand jusqu'à la loi de 2021, la majorité sexuelle, Oui. c'était 15 ans, mais c'était 18 ans pour les personnes ayant autorité. Je sais pas, médecins, juges, n'importe quelle personne ayant autorité, éducateurs, profs de français au théâtre au hasard, mais même profs d'autre chose, c'était 18 ans. Depuis la loi de 2021, c'est seulement pour les cas d'inceste. Après, tous les scandales qu'il y a eu, coachs sportifs, les réalisateurs, Ah oui. sur les acteurs, etc. Ouais, donc ils sont Et bien alors, présents encore, hein, donc c'est oui, incroyable ça. et ça s'est passé d'une façon tout à fait pernicieuse. D'ailleurs, j'ai parlé à des députés, il s'est passé exactement ce que je pensais. Il y en a, ils ne se sont même pas rendus compte de ce qu'ils votaient. Parce qu'évidemment, il n'y a pas eu un retrait positif. On va abaisser la majorité sexuelle à 15 ans pour les personnes ayant autorité, à l'exception des cas d'inceste. Non, c'est simplement dans la loi, on a uniquement prévu les cas d'inceste. Le problème, c'est que la loi pénale, elle est d'application stricte. Donc, si on prévoit que les cas d'inceste, eh ben, ça sort les autres. Donc, pour les autres, maintenant, on s'interroge sur le consentement, alors que c'était plein de bon sens que les personnes ayant autorité, parce qu'ils avaient des moyens de pression. Mais bien Vous sûr. voyez, puis bon, quand même comprendre, en dessous de 18 ans, tu as autorité, tu n'as pas le droit. Point. Et ça, à mon sens, c'est un recul qui est très important et qui est d'autant plus important que ça crée une espèce de zone grise. Parce que la définition de la majorité sexuelle, elle a été très attaquée. Alors que la majorité, elle existe depuis 1945, tu avais le Conseil constitutionnel qui l'avait réaffirmé en 2015, en 2013, enfin bon, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'âge à partir duquel on peut valablement consentir. Donc, à contrario, en dessous, on ne peut pas valablement consentir. Voilà. Maintenant, avec le truc, pour les personnes ayant autorité, entre 15 et 18 ans, c'est pas autorisé quand même. Simplement, ça se crée une espèce de zone grise, parce que c'est une atteinte sexuelle où tu risques pas grand-chose, où la prescription est courte, mais ça déplace en fait cette notion de majorité sexuelle et surtout cette notion de consentement, parce que ça veut dire quoi exactement? Qu'entre 15 ans et 18 ans, c'est interdit, mais alors, on pourrait, les gamins, ils vont consentir à un rapport sexuel avec pénétration et pas un attouchement. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça crée une confusion, et les confusions législatives, elles sont toujours extrêmement dangereuses parce que c'est dans ces confusions que s'engouffre un enfumage collectif et que Incroyable. plus rien ne comprend rien. Plus personne ne Incroyable. comprend rien et à une interprétation judiciaire qui est quand même dangereuse. C'est fou, Donc, mais c'est fou. Ça veut dire qu'encore il y a une vigilance, même au niveau législatif, il faut il vraiment faut être faire très vigilant. très attention au niveau Incroyable. législatif parce que en fait on a un droit qui est une véritable machine à gaz. Donc, ce qui fait que il y a plus personne en fait, c'est ça, plus personne il comprend rien. Et en fait, on peut vraiment faire Non, c'est passer beaucoup de choses. et c'est subtil comme le problème de la correctionnalisation du viol. Oui, enfin ça c'est interdit, c'est juste que les Non, mais les juges respectent plus les lois depuis 40 ans, ça ouais, c'est mais autre c'est voilà, chose. donc Ça on n'a est quand jamais été même dans autorisé, un hein. bon, c'est Pas pas une gagné en tout loi. cas. Ouais. Ouais. Il n'y a pas une loi à un moment qui est passée qui a dit on a le droit de correctionnaliser. Et c'est pareil, c'est extrêmement choquant parce que la loi pénale est d'application stricte et les problèmes de compétences sont d'ordre public. Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher normalement. C'est absolument pas sujet à interprétation. Normalement, il ne peut pas y avoir de création jurisprudentielle là-dessus. Et d'ailleurs, pour correctionnaliser, ils sont obligés de tordre les faits, hein. Voilà, donc au départ, c'était avant la définition du viol en 80, bah, comme tout ce qui était sexuel sur mineur, c'était criminel. Dès qu'il y avait un truc sexuel sur mineur, avant, c'était criminel. Donc, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils ont commencé à correctionnaliser, ils enlevaient l'aspect sexuel. Ils appliquaient un autre article qui était réservé seulement aux violences physiques.
Mmh. Et puis après, on a inventé cette histoire de consentement des mineurs. Alors que la majorité sexuelle, eh ben, c'est pas de consentement en dessous d'âge, et c'est très encadré par la loi. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à acheter le livre de Laurence. Il y a un autre écrivain qui est journaliste, qui est Karl Zéro, qui va sortir également son livre Dans la peau d'Alfred Einstein. Pourquoi le roman, Karl? Parce que le roman, tu peux tout dire. Le roman, on ne peut pas t'attaquer. C'est un roman. Magnifique. En tout cas, voilà, on a 2 journalistes écrivains ce soir. Un immense merci à tous les 3. Je vous propose, avant de terminer par une petite interview, enfin un extrait de Jonathan, et puis moi, je ferai une petite dédicace juste après, qui va vous faire sourire. Non, pas le poème avant. Ah bon, bah alors, on me dit qu'il faut que je fasse... Ce que je vis aujourd'hui, c'est le regard que peut représenter l'affaire d'Outreau aux yeux des Français, la mascarade qu'on en a fait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire changer les choses et de faire changer le regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'affaire Outreau. C'est vraiment très important pour moi, parce que beaucoup de personnes disent qu'il faut enterrer l'affaire Outreau, mais pour enterrer l'affaire d'Outreau, il faut que la vérité sorte. Et le problème, c'est que personne ne veut l'entendre, la vérité. Je ne cherche pas à savoir si j'ai raison ou si j'ai tort. Moi, j'y étais. Bon, écoutez, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. J'avais prévu 1 heure, pas plus. En tout cas, je voulais vous remercier tous les 3, parce que vous êtes vraiment des vrais acteurs de vérité. Vous avez consacré quasiment 20 ans ou 30 ans de votre vie pour dénoncer l'innommable. Et moi, je suis un petit Mickey à côté de vous. Je vais vous lire un petit texte que j'avais envie de lire. C'est une petite dédicace qui est gentillette, mais qui m'a fait plaisir d'écrire, parce que là, je découvre le plaisir d'écrire. Je ne pensais pas un jour écrire, mais voilà, ça y est, je me suis pris au jeu. Alors, où je l'ai mis? Tac. Voilà, vous allez comprendre. Voilà, c'est une sorte de fable. Je vous la lis, parce que ça, voilà. Un reporter, fier et curieux, sillonnait le monde, plume aux cieux. Il disait la vérité, parfois dérangeante, et publiait l'info vive et piquante. Mais surgit la meute des fact-checkers bavards, Rudy et Tristan, perroquets zélés, criant tout est à revoir. L'AFP commande, la vérité c'est nous, et à chaque papier du reporter tombait à genoux. Ils dénonçaient chaque mot, chaque phrase, mais le plus petit mensonge de leur base, même le plus petit mensonge de leur base. Et d'un coup d'aile, avec argent et réseau, ils achetèrent tout ce qui passait par là, même l'écho. Ainsi mourut le journalisme ancien, étouffé par des becs, le réseau et le lien. Le reporter malin continuait à écrire des fables codées que nul ne pouvait détruire. Moralité, quand les perroquets dictent ce qui est vrai, l'esprit libre s'invente ailleurs, loin des palais. Voilà. Bravo! C'est une petite dédicace, mais j'avais envie de la faire parce que, voilà, pour une fois. En tout cas, merci à vous tous et merci pour votre travail qui est incommensurable. Vraiment, je le dis, parce que pour les enfants, je pense qu'on n'en fera jamais assez. En tout cas, merci à vous tous qui nous avez suivis. N'hésitez pas à parler de cette série, regardez ce premier épisode et sachez que tous les jeudis soirs, on fera un live pour en savoir un petit peu plus sur l'épisode en question. Et voilà, en tout cas, belle soirée à vous. Bon premier et merci de regarder cette série, de regarder ce premier numéro. La suite est là, en tout cas, elle est terminée. Merci à vous tous et belle soirée à vous. Salut. Bonne soirée. Merci Pierre.